Bonjour à tous, c'est Maxime de Table Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain, c'est Altria. Donc Altria, donc quoi ils opèrent? Ils opèrent dans le tabac. Donc c'est le plus gros brand de tabac aux États-Unis. Donc ils opèrent avec Philip Morris, Marlboro, etc. Donc les plus grosses marques de brand de cigarettes. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un tel produit financier ou un conseil d'investissement. Cette vidéo a seulement pour but d'analyse. J'analyse quantitativement et qualitativement une entreprise. Donc on va essayer de faire rapidement. Donc avec Altria, donc qu'est-ce qu'on a? On a envoyé des marges nettes qui sont à peu près équivalentes. On a eu en 2021, 2019, etc. certains moments où les marges ont baissé parce qu'il y a eu une conjoncture. Sinon, on a des marges qui sont à peu près entre 30 et 50%. Voilà. Donc on a une entreprise qui bouge pas mal. On a en 2022, on a eu une sacrée baisse. Et ensuite là, on est sur un joli range. Hein. Regardez, on va mettre hop. Tendance à la régression depuis, voilà, on va mettre depuis 2020 jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, on est sur un canal à peine haussier. Sinon, si on regarde depuis 2020, depuis des anciens prix, on descend. Voilà, on va regarder depuis tout. Vous voyez qu'on a eu une entreprise qui a connu des plus hauts en 2017. Voilà, sinon depuis le départ, elle était sur une très très belle pente. Voilà, vous voyez que c'est assez joli. On va regarder tout de suite du coup la vue d'ensemble. Donc on a une capitalisation boursière à 82 milliards, on a un rendement de dividende à 8,28, donc ça pourrait être assez intéressant. On a un ratio prix gain à 14. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le ratio prix gain de 14, c'est à peu près le ratio prix gain qu'elle récupère l'entreprise. On va regarder son BPA, donc on a un BPA de 3,12%. Donc avec un ratio à 14, ça nous fait à peu près un rendement organique de 6%. Donc on va calculer ça tout de suite pour savoir si c'est intéressant. Donc on a 3,12, on va le faire sur 2 ans d'ici 2025. Alors 3,12 qu'on multiplie par fois 1,12, ça nous donne 3,49. Ensuite, on va le multiplier par à peu près 15 fois les bénéfices. On arrive sur 52,41 €. Donc techniquement, cette entreprise pourrait augmenter jusqu'à 52 € avec une croissance de 6%. Donc c'est pas énorme. On va regarder ça ensuite avec la dette, on va le comparer. On a une dette nette à 21. Donc techniquement, si la dette nette elle est si élevée, si on l'enlève, vous voyez que on serait sur des prix à 31,41 €. Donc c'est vraiment assez peu. Étant donné qu'ensuite on a tous les rendements en dividendes. Voilà, donc on a 8% en dividendes, donc sûrement une entreprise qui pourrait encore baisser. Après ça, c'est que le point de vue quantitatif. On va regarder tout de suite les revenus totaux. Est-ce qu'ils augmentent? On voit des revenus qui flanchent un petit peu, qui n'augmentent pas énormément. Donc on a des croissances à peu près à 2%. Donc on devrait plutôt recalculer cette croissance parce que là on lui a donné 6% par an, mais elle prend à peu près 2%. Donc elle est peut-être sur des PER un petit peu trop élevés par rapport à ce qu'elle récupère, hein, 14 fois les bénéfices, donc 6%, c'est un rendement qui n'a rien à voir. Donc on a vu une dette à 30 milliards, j'aimerais bien savoir combien est-ce que ça lui coûte cette dette. Alors, charge d'intérêt sur la dette, vous voyez qu'on est sur du 1 milliard, donc c'est quand même pas mal. On voit que la dette, elle lui pèse, ça fait quand même un vingtième, donc c'est pas énorme, hein. On va regarder tout de suite. En total d'actifs courants, liquidité, on est à 4 milliards, donc on a un ratio qui n'est pas incroyable. Hein. On va comparer tout de suite ça avec les EBITDA pour savoir si c'est vraiment si chaud que ça. On est des EBITDA à 16 milliards, donc en fait l'entreprise arrive quand même à générer beaucoup d'argent, donc je pense que la dette c'est pas un si gros problème que ça. On est à 30 milliards, donc l'intérêt lui coûte que 1/16 par rapport à ce qu'elle fait chaque année. Donc on est sur un bon truc. On va regarder les revenus, on va les comparer donc au free cash flow. Donc on est sur des free cash flow à peu près à 8 milliards, donc 8 milliards qu'on arrive à récupérer. Vous voyez que l'entreprise fait assez peu d'investissement. On a eu un investissement en 2019, achat, vente de placement. Donc on a sûrement acheté une nouvelle usine pour produire, mais on voit que ça n'augmente pas énormément. On a surtout qu'acheté aux activités de financement. Voilà, donc on voit qu'elle rachète ses actions. Donc c'est pour ça qu'elle a eu peut-être une croissance aussi élevée. Donc on a une entreprise qui verse des dividendes, on a une entreprise qui rachète sa dette et on a une entreprise qui rachète ses actions. Donc on a un dividende qui est croissant, donc potentiellement l'entreprise pourrait être quelque chose d'assez intéressant. On voit quand même une croissance organique assez faible, mais sinon c'est une entreprise assez stable qui jouit d'un rendement du dividende assez haut et d'une émission d'actions assez haute. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir une valorisation un peu meilleure pour ce genre d'entreprise et du coup c'est pas étonnant qu'elle ait valorisé à 14 fois ses bénéfices. Donc on voit que le rendement du dividende est totalement safe. On va regarder voilà, dans les reports. Alors, qu'est-ce qui change dans les nets revenus? On voit qu'on a une augmentation de 0,5% sur le Q2 et sur le S1, on a une augmentation de 1,7%. Donc, c'est assez faible, mais voilà, c'est les chiffres à peu près qu'on attend de cette entreprise sur l'année. Voilà, donc 1,7 sur la semi-année, c'est déjà plus que
techniquement, ce qu'elle pourrait faire, il nous dit que le PS pourrait monter de 1 à 4%, de 4,84 à peut-être de 4,89 à 5,03 €. Donc c'est à peu près les calculs qu'on a eu. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit exactement? Donc on a le cash return sur shareholder qui ils nous disent qu'ils ont acheté 10 millions de shares, donc 10 millions d'actions pour 45,35, un coût de 472 millions. Et ils veulent continuer de le faire jusqu'en décembre 31 avec 528 millions d'actions. Donc ils le disent, c'est l'intérêt de la société, c'est seulement racheter ses actions et racheter du dividende parce qu'elle n'a pas besoin d'investir dans ses moyens de production étant donné que Philip Morris et Marlboro, ce sont des grosses marques qui sont déjà établies. On dit qu'ils vont essayer dans 2023 d'ajuster la tax rate à peu près de 24 ou 25. Donc on voit que Capital Expenditure tout 175 ou 225, donc c'est pas mal. Avec une dépréciation à 280 millions, donc c'est assez peu pour ce genre d'entreprise. On est vraiment tranquille. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que cette entreprise est capable d'augmenter ses marges, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit en net revenu? Vous voyez que ça augmente, mais ça a vraiment augmenté de très peu. Hein. On est 0,9% en change. Si ensuite on doit reporter ça avec tout ce qui est l'argent qui est perdu dans le change, etc. Donc, on est sûrement sur un plus bas. Qu'est-ce qu'on voit? Smoker Produit Segment Domestic Cigarette, volume decrease de 8,7%. Donc on a des volumes qui ont baissé. Sûrement que si les prix ont continué d'augmenter, on voit que le report segment volume pour les cigares a augmenté et on est sur Movement Product Cigar, etc. Decrease. Donc on est sur pas mal de décrèsement en termes de volume, mais on voit que l'entreprise arrive à gérer, j'imagine, ses marges pour pouvoir pallier à ce genre de baisse de volume. Ouais, vous voyez des nets revenus qui ont pourtant, voilà, vous voyez des nets revenus qui ont diminué, coûts de salle qui ont baissé, donc on voit que l'entreprise par rapport au volume, les nets revenus ont pas mal baissé, mais si on voit les net earnings et les dilu earnings per share, on est sur une augmentation complètement faramineuse. Donc vous voyez que peut-être que le volume n'augmente pas et que le net revenu n'augmente pas, mais on voit que quelque part sur certaines opérations, l'entreprise arrive à être complètement bénéficiaire. Vous voyez, voilà, operating income, on est toujours aussi bas, mais ensuite earning before tax, vous voyez qu'on est super haut, et là loss from investment equity, etc. Donc en fait on est sur un net earning qui est établi par 1,2 milliard en moins qu'on va tout de suite investir. Vous voyez que les 1,2 milliard viennent d'un investissement of equity, vous le voyez ici, cost of sale for resolute expense relatable to state statement, etc. Donc on voit ici que ça a été utilisé pour augmenter quelque chose. Les coûts de la salle augmentent de la résolution de l'expansion du capital, etc. Donc on voit on voit de l'argent perdu pour les investissements dans l'equity security pour continuer à donc c'est sûrement de l'investissement dans le capex. En conclusion, si vous voulez investir aujourd'hui sur Altria, si vous avez une perspective de croissance qui est à peu près de 2% organique par an, donc c'est pas des perspectives incroyables. On a des revenus qui ont tendance à peu près à diminuer, des marges qui ont tendance à être à peu près stables, en volume qui diminue. Donc je pense que Altria, à part pour un rendement du dividende qui devrait être assez élevé et un rendement du capital qui continue d'augmenter, si on regarde seulement en revenus, l'entreprise ne génère pas autant de revenus qu'elle a pu générer avant. Donc en tout cas par rapport à la période 2022, donc ici il faut voir en termes de conjoncture. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'était Maxime et je vous dis à bientôt.